Bienvenue à notre podcast hashtag du jour qui va être consacré à la thématique du bien-être au travail. Alors pour certains, le bien-être au travail, c'est avant tout une obligation légale. On fait juste le nécessaire pour être conforme à la réglementation. Pour d'autres, le bien-être, c'est un nice to have. On met en place un certain nombre d'initiatives. Alors vous les connaissez bien, c'est la table de ping-pong, c'est le baby-foot, c'est le panier de fruits, un peu poudre aux yeux, en se disant que si ça fait du bien, c'est déjà pas mal, mais en tout cas que ça ne fera pas de mal. Et puis alors, il y a ceux et celles qui voient le bien-être au travail alors comme un réel investissement, que ce soit en matière d'attractivité, de fidélisation, d'engagement ou de satisfaction. Très bien, mais qu'en dit la recherche scientifique? Comment déployer une politique de bien-être qui soit fondée sur des données scientifiquement validées? Quels en sont les leviers déterminants? Quel retour sur investissement en attendre? Eh bien, un livre blanc que publie Walden répond à toutes ces questions et il est le fruit d'une collaboration avec The Vigor Unit, une spin-off de l'université de Gand qui étudie les comportements au travail. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous en studio Cédric Velge, qui est cofondateur de la Vigor Unit. Bonjour Cédric. Bonjour. Et également Rémi Siddiqui, qui est responsable de la communication chez Walden et qui va nous en dévoiler les principaux enseignements. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors Rémi, pour toi, le bien-être au travail, qu'est-ce que ça représente et que fait Walden dans la matière? Alors, Walden, de façon globale, soutient les entreprises dans la mise en place de stratégies liées au bien-être au travail. Ça, c'est pour le dire de manière très, très globale. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a vraiment des trajets qui sont mis en place, qu'on appelle à 360 degrés, dans le sens où on va vraiment aller de l'audit, la captation des besoins et des attentes des collaborateurs, parce que c'est là que ça commence, en fin de compte, jusqu'à l'implémentation et la communication de ce qui est mis en place. Entre ça, il y a plusieurs étapes. Il y a la mise en place d'une vision, parce qu'on entend trop souvent des initiatives isolées qui se mettent en place et qui ne font pas beaucoup de sens les unes avec les autres. Donc cette vision est très très importante aussi. Et comme je le disais, une fois les initiatives implémentées, il faut communiquer à leur sujet. Parce que sinon, fatalement, on met une chose en place, mais les bénéficiaires finaux, les employés, en fin de compte, n'entendent pas parler ou trop peu et ne se rendent pas compte de ce qui est fait en leur faveur, quelque part. Donc on a vraiment ce trajet de la captation des besoins, la mise en place d'une vision, l'implémentation des initiatives et la communication de ces initiatives pour finir par leur reporting, comme on le dit souvent, parce que sinon, c'est des choses qui sont mises en place, mais on n'en calcule pas un petit peu les impacts et on ne sait pas comment faire mieux à l'avenir. Donc toute cette trajectoire-là se met en place. Ok. Et pour toi, le bien-être au travail, c'est quoi exactement, si tu devais en donner une définition? Pour moi, le bien-être au travail, déjà, c'est une notion très, très large, évidemment. Chacun peut aussi en avoir un peu sa définition. En tout cas, pour moi, c'est l'idée de créer un environnement propice à l'engagement et à la satisfaction des employés. Fatalement, c'est une notion qui va très rapidement devenir personnelle. C'est quelque chose de très individualisé, ou qui devrait en tout cas être individualisé, et c'est quelque part ce qui rend la chose très complexe en fin de compte. Parce que ce qu'on essaie de faire, pour le dire très, très, très crûment, c'est satisfaire un maximum de personnes, on sait les entreprises, tout en sachant qu'il faut qu'il y ait une approche individualisée. C'est deux choses assez antinomiques en fin de compte, mais on se rend quand même compte, et c'est effectivement ce dont Walden, chez nous, on s'en est rendu compte ces 5 dernières années, c'est qu'il y a des clés de succès, il y a des manières de faire qui vont permettre d'allier un petit peu ces deux sphères. Ok. Cédric, la Vigor Unit, explique-nous en quelques mots de quoi il s'agit. C'est quoi votre mission, votre travail au quotidien? Donc, en fait, nous, on est une boîte de consultance. Donc, on va conseiller des entreprises sur des questions RH. Mais nous, notre objectif, c'est de vraiment rapprocher le monde scientifique et le monde de la pratique en RH. Et donc, quand on va conseiller des entreprises sur leurs problèmes, c'est vraiment en faisant des recherches, des recherches dans la littérature scientifique ou des analyses de données, ou faire des expériences au sein de l'entreprise pour vraiment mieux comprendre le problème et aussi voir quelle est probablement la solution qui va avoir un bon effet sur le problème. Donc, vraiment conseiller, essayer de vraiment bien fonder les décisions qui vont être prises
Et après, ils mettent en place. Nous, on ne met pas en place les solutions justement pour pouvoir prendre une position très objective, très neutre par rapport à la question. Sinon, si on dit faites ça et c'est nous qui vont le faire pour vous, bah, alors on n'a plus vraiment cette position neutre. Voilà. Ah ouais. Est-ce qu'on peut, je ne sais pas si on peut distinguer le chercheur et l'homme derrière le chercheur, mais pour le chercheur, c'est quoi la définition du bien-être? Et puis, pour toi-même, comment est-ce que tu définirais le bien-être au travail dans le cadre Je peux bien répondre à la première question. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à la deuxième, mais d'un point de vue, allez, dans la littérature scientifique, le bien-être, bah déjà, il a un côté physique. Notre bien-être physique, bien-être mental, je crois que tout ça on comprend. Il y a aussi un côté social. Et social, ça veut dire, est-ce que moi, en tant que personne, j'ai l'impression de faire partie d'une communauté, oui ou non, ou est-ce que justement je me sens isolé? Après, il y a le côté hédoniste du bien-être, et ça veut dire, est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'ai des émotions positives au travail? Mais aussi, est-ce que je suis satisfait avec mon travail, mon lieu de travail? Oui, j'ai touché le micro. Et deuxièmement, donc il y a le côté hédoniste, mais il y a aussi le côté eudaimonique. Je ne sais plus d'où vient ce mot, en tout cas, c'est un truc grec, mais ça parle de l'épanouissement. Et j'aime bien parce qu'en néerlandais, on n'a pas vraiment un mot pour ça, mais donc en français, vous avez ce mot ce besoin d'être épanoui dans notre travail, que le travail a du sens. Et un troisième facteur, bah, c'est justement l'absence de stress. C'est l'absence du négatif, parce qu'on peut être épanoui et être satisfait de notre travail, mais quand même avoir du stress. Et donc, il y a aussi ce côté, il y a l'absence de stress ou d'autres symptômes négatifs au lieu de travail. Et donc, pour moi, personnellement, bah, c'est tout ça. Je ne peux pas faire la distinction entre qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue académique et d'un point de vue, justement, si je devais me poser la question pour moi-même, je vais me dire, bah, est-ce que je suis satisfait? Est-ce que je suis épanoui? Est-ce que j'ai du stress? Ouais. Est-ce que ça provoque du bien-être de faire de la recherche sur le bien-être? Pour moi, oui, parce que c'est un travail qui a beaucoup de sens. Peut-être que pour d'autres, c'est un peu plus stressant. Ça demande plus d'énergie de lire tous ces articles, de faire des analyses. Mais voilà, pour moi, ça a du sens. Ouais. Alors, Rémi, pourquoi est-ce que c'est important d'aborder cette question du bien-être sous l'angle de la recherche scientifique? C'est vrai que, en tout cas, chez Walden, ça a toujours été une priorité absolue depuis les premiers jours, il y a 5 ans. Pourquoi est-ce que ça, dès le départ, été un point important? Je pense que très vite, on a remarqué que le bien-être au travail souffrait un peu d'une image de nice to have qui se fonde dans l'instinct des équipes RH. Dans le sens où c'est les équipes RH qui mettent en place des initiatives qui peuvent s'apparenter, en tout cas, au bien-être au travail. C'est donc eux qui captent ce feedback, mais de manière souvent informelle. On dit que j'ai entendu tel collègue dire que, et en fait, on se base sur des feedbacks qui se basent sur une ou deux personnes, fondamentalement. Donc il y a cet élément de subjectivité qui joue et qui empêche de convaincre la majorité. Puisque la majorité dit oui, mais ok, ça c'est ton feedback à toi, c'est ce que tu as entendu dire, mais il y a des gens qui sont un peu plus sceptiques, qui ont besoin de voir des chiffres, qui ont besoin de voir un ancrage quelque part objectif. Et c'est en ça qu'on s'est rendu compte que c'était nécessaire, pas juste bien, mais nécessaire, de s'ancrer dans la recherche scientifique, dans la littérature scientifique, pour pouvoir objectiver un sujet qui est très personnel, comme je le disais il y a un instant. Et c'est pour ça qu'en fait, depuis quasiment le départ, on collabore très souvent avec Cédric et avec la Vigor Unit, parce que ça nous permet justement de revenir sur les fondements objectifs et avec un aspect de neutralité dans ces interventions qu'on veut mettre en place dans les entreprises. Ok. Dans le cadre de la rédaction de ce livre blanc, alors sur quelle recherche, comment est-ce qu'il a été conçu, sur quelle recherche vous vous basez? Donc en fait, il y a deux piliers. Donc à la fois, on a mené des enquêtes de bien-être dans des entreprises, donc avec Walden, ou des enquêtes de bien-être, ça veut dire qu'on va demander à l'employé comment est-ce que tu te sens au travail, mais on va aussi poser plein de questions sur le lieu de travail, mais aussi sur leur hygiène de vie et tout ça. Est-ce qu'ils font du sport? Est-ce qu'ils mangent des légumes, etc. Est-ce qu'ils dorment bien? Donc, il y a eu ces enquêtes qui sont en fait basées sur, je crois, 1688 personnes de 9 entreprises, organisations très diverses, en fait. Et puis, on a aussi fait une revue de la littérature scientifique vraiment concentrée sur les recherches des 5 dernières années, parce que
on avait déjà fait des revues avant, et donc là, on voulait vraiment actualiser, de voir qu'est-ce qui vit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui dans la recherche scientifique. Et donc, les deux ensemble ont fait qu'on a pu en tirer quelques conclusions et trouver des conseils pour les entreprises. Ouais, on va y venir. Justement, dans le livre blanc, on commence par parler de retour sur investissement. Alors, on sait toute la difficulté de la mesure en gestion des ressources humaines, alors qu'elle est pourtant essentielle. Le CEO ou le CFO attendent ce type de données. Qu'en est-il dans le domaine du bien-être au travail? Est-ce que tout ça est mesurable, objectivable? C'est clairement une question qui revient très souvent. Indubitablement. Maintenant, je pense qu'on a toujours le besoin d'aller montrer que ce qu'on fait a fait sens, tout simplement. C'est aussi une question que les RH ont beaucoup, c'est comment est-ce que je peux aller chez mon CEO, chez mon CFO et en faire une priorité stratégique. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, à ce niveau-là, c'est pas toujours vu comme une priorité stratégique. Donc, que puis-je faire pour réaliser ça? Je crois que le plus important à ce niveau-là, c'est effectivement de faire réaliser à la plupart des gens que le bien-être au travail, c'est pas juste une question sociale ou éthique, pardon, c'est une nécessité économique. Si je prends juste 2 chiffres, dont un est très connu et loin d'être nouveau, c'est qu'il y a au jour d'aujourd'hui en Belgique plus de 500 000 personnes qui sont en absence de longue durée. De longue durée, ça veut dire quoi? Depuis plus d'1 an. Dans ces 500 000 personnes, donc 1,5 million de Belges quand même, il y a, je crois que c'est plus d'un tiers, à mon avis c'est 36%, qui le sont à cause d'une affection mentale, psychologique. Ça peut être une dépression, un burn-out, etc. Donc ça pose déjà peut-être un petit peu le cadre. Le deuxième élément, et ça Cédric pourra le confirmer, c'est dans notre étude, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait 3 Belges sur 10 dans la population active, donc en âge de travailler, qui ressentent un bien-être psychologique faible, bas. Donc 3 sur 10, on est quasiment à 1 personne sur 3 dans la population active. Hein. Et fatalement, il ne faut pas beaucoup de chemin entre ces personnes-là qui ont un bien-être faible, un bien-être psychologique faible, jusqu'à ces troubles psychologiques, jusqu'à cette affection mentale. Donc la situation n'est pas idéale, donc il y a une vraie nécessité économique, mais il y a des solutions, il y a cette solution du préventif, du bien-être au travail. Ça, c'est peut-être la première chose. En parallèle de ça, il y a un domaine, une dynamique qui s'est de plus en plus développée ces dernières années, en réalité dans nos contrées ces dernières années, mais qui existe depuis pas mal de temps. C'est juste que c'était peut-être moins dans les spotlights en Belgique. C'est ce qu'on appelle l'économie du bien-être. L'économie du bien-être, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est regarder le bien-être par le prisme de l'économie. Donc c'est beaucoup des économistes en réalité qui vont regarder à ça. Et ça a peut-être le mérite pour les gens de chiffres, comme on dit, d'interpeller, puisque là, on va leur parler dans leur langue. C'est un petit peu toute la propension qu'a ce sujet. Et une figure de proue avec laquelle on a pu faire connaissance il n'y a pas si longtemps que ça chez Walden, c'est le professeur Jan Emmanuel de Neve, qui est en fait un Belge d'ailleurs. Il vient de Gand, je crois. Il s'est expatrié il y a longtemps en Angleterre pour devenir directeur du Wellbeing Research Center de l'Université d'Oxford. Et en fait, ces 10-15 dernières années, c'est vraiment devenu son cheval de bataille d'établir ce lien entre le bien-être des salariés et la santé économique des entreprises. Elle a vraiment montré par A plus B que le premier a un impact sur le second, positif dans un sens, négatif dans l'autre. Donc, quelque part, en agrégeant toutes ces études qu'il a pu faire ces dernières années, il a créé ce qu'on peut considérer comme un business case pour investir dans le bien-être au travail. Et c'est justement avec ce genre de business case qu'on peut aller vers les plus sceptiques, les gens qui veulent voir du chiffre, qui veulent comprendre, pour le dire très crûment, le rendement des investissements dans le bien-être. Pour donner un seul exemple, une des études qu'il a faites, c'est qu'il a été mesuré le taux de productivité gagné quand on investit dans le bien-être des collaborateurs. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une entreprise, je crois, de télécom en Grande-Bretagne, et il a été suivre les résultats semaine par semaine sur le long terme et à grande échelle de leurs équipes. Et donc, il s'est rendu compte petit à petit que ceux qui faisaient part, évidemment, c'est des notions subjectives et personnelles, mais ceux qui faisaient part de plus d'épanouissement, de plus de satisfaction, de plus d'engagement, étaient aussi ceux qui vendaient le plus. Donc, il y avait un lien direct entre
la manière avec laquelle je me sens bien ou pas, et la manière avec laquelle je vais vendre, et donc je vais être productif. Donc c'est toutes ces dynamiques, ce genre d'études-là, qui se multiplient ces dernières années. C'est pas que avec De Neve d'ailleurs, ça se multiplie vraiment. Ça permet aussi de créer un consensus croissant. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais il y a un consensus croissant qui se crée sur le pourquoi c'est important d'investir dans le bien-être au travail. Donc, à ce moment-là, je trouve personnellement qu'on est un peu à un moment charnière parce que je remarque aussi dans les conversations au jour le jour avec les entreprises que le débat switch de pourquoi est-ce qu'il faut investir à comment est-ce qu'on peut investir dans le bien-être au travail, quelles initiatives on peut mettre en place. Et c'est intéressant parce que ça évolue dans la bonne direction. Et ça, il faut pouvoir le dire aussi. Tout n'est pas toujours noir. J'ai parlé de chiffres assez négatifs juste avant, mais ça évolue dans le bon sens. Le débat évolue dans le bon sens. Ouais. Et sur le comment, c'est là que le livre blanc a tout son intérêt. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer alors justement de la recherche et qui nourrissent ce livre blanc? Oui. Déjà, le bien-être, on a compris, c'est un concept assez large. Donc forcément, il y a énormément de facteurs à prendre en compte, mais on a quand même essayé d'en tirer quelques-uns et de se dire, bon, ces choses-là sont vraiment très importantes. Et donc, on a défini 3 facteurs clés. Et donc, le premier, c'est de vraiment investir dans la connectivité que l'employé ressent avec son lieu de travail. Le deuxième, c'est voir comment on peut diminuer la charge de travail. Et le troisième, c'est vraiment axé sur l'équilibre de la vie privée et du monde de travail, parce que c'est souvent encore un défi pour les gens aujourd'hui. Oui. Ouais. Alors, on va peut-être les approfondir les uns après les autres. La connexion, la connectivité, c'est finalement ce que nous avons un peu perdu pendant la période Covid. Ce qu'on dit aussi qu'on perd beaucoup aujourd'hui avec le travail hybride. Il y a beaucoup de remises en question justement du télétravail, peut-être moins en Belgique d'ailleurs qu'ailleurs. C'est peut-être intéressant de l'aborder. Comment est-ce qu'on voit que la connexion contribue au fait de se sentir bien au travail? Par exemple, dans l'enquête de bien-être, ce qu'on mesure, c'est quelle est la cohésion que l'employé ressent au sein de son équipe, mais aussi est-ce que l'employé ressent du soutien. Ça peut être du soutien instrumental, donc tes collègues t'aident à faire ton travail, mais deuxièmement aussi un soutien émotionnel quand tu as un souci à la maison, stress au travail, et troisièmement aussi l'esprit de confiance au sein de l'équipe. Donc tout ça va avoir un impact positif sur le bien-être. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans la revue, dans la littérature scientifique. Et deuxième point, c'est bien sûr le lien avec le supérieur. Est-ce que je me sens reconnu, soutenu par mon supérieur, oui ou non? Donc ça fait une énorme différence aussi au niveau d'expérience de stress ou de bien-être au travail. Oui, c'est vrai que certainement dans cette notion de relation avec le manager, entre guillemets, il y a cette notion aussi de vulnérabilité que le manager doit oser pouvoir montrer, ce qui ne veut pas dire raconter toute sa vie, parce que souvent c'est ce qu'on entend, c'est est-ce que pour autant je dois aller raconter toute ma vie? Absolument pas. Mais c'est oser dire qu'à un certain jour ça va un peu moins bien, ou simplement oser montrer que c'est ok parfois de partir un peu plus tôt ou arriver un peu plus tard parce que les obligations familiales. Mais montrer un petit peu que finalement, montrer cet exemple de vulnérabilité, ça permet de créer une sécurité psychologique dans le chef de l'employé et de l'équipe de manière générale, qui en fait est nécessaire au bien-être de chacun. Et je veux juste encore ajouter que la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Donc, on peut faire des formations pour équipe ou du coaching pour équipe où ils apprennent à mieux se soutenir, travailler ensemble. Et aussi pour les supérieurs, il y a des formations en leadership qui leur aident effectivement, ou qui leur apprennent à reconnaître le stress, à aborder le sujet et de voir avec l'employé comment ils peuvent travailler ça. Ouais. Est-ce que justement le travail à distance rajoute une couche de complexité alors en la matière? Oui et non. En fait, dans beaucoup de cas, ça fonctionne bien, où on apprend à gérer la situation, mais on voit que pour certaines personnes, c'est difficile. Et donc, dans certains cas, il faut aider justement les personnes à créer ce lien avec le travail, ou en tout cas mettre des choses en place pour qu'ils se sentent moins isolés. Mais c'est pas pour
pour tout le monde. Donc, justement, c'est bien d'en parler, de voir est-ce que tu te sens bien avec ce nouveau contexte de télétravail. Et sinon, voir comment on peut aider cette personne, parce que c'est pas un défi généralisé. On voit aussi beaucoup d'équipes qui s'adaptent très bien à ce nouveau monde de travail où on travaille de manière hybride, parce que même quand on est au bureau, souvent on travaille à différentes heures, on est répartis dans l'immeuble, et donc il y a toujours beaucoup de réunions aujourd'hui qui se font par Zoom et tout ça, même si on est tous au bureau. Donc voilà, même au bureau, parfois on a le problème de se retrouver. Ouais. Ouais. Le deuxième levier, c'est la charge de travail. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être le plus complexe. On a l'impression que c'est un impensé, en tout cas en milieu de travail. Ouais. Pourtant, il faudrait y travailler, mais comment faire? Ouais. Mais quand on parle de charge de travail, on aime bien penser que il n'y a pas grand-chose à y faire. Voilà, le travail doit être fait. Donc, le réflexe de beaucoup d'employeurs, c'est de prévoir plein de soutien. Et donc, je viens de dire que le soutien des collègues et tout ça, c'est important, mais on voit que c'est pas assez. Et deuxième défi, c'est que même si au niveau d'une équipe ou d'un département, on essaye de réduire la charge de travail, on voit que ce genre de programmes ne vont pas toujours aider chaque personne. Et donc, du coup, on se dit, mais c'est peut-être aussi un problème individuel. Imaginons que Rémi et moi, on est dans la même équipe, bah, les tâches qui me demandent beaucoup d'énergie ne demandent peut-être pas beaucoup d'énergie à Rémi. Et l'inverse, il y a peut-être des choses qui sont pas faciles pour Rémi, mais qui sont très faciles pour moi. Donc c'est là où... Et ça peut aussi évoluer dans le temps. Donc c'est là où ça demande, à mon avis, une approche individuelle. Et je crois que c'est justement de nouveau le supérieur qui peut jouer un rôle important là-dedans. Et de reconnaître les signes qu'il y a peut-être un problème de charge de travail chez une personne, et de voir avec la personne, faisons la liste de toutes tes tâches et on va un peu revoir les priorités. Ça, c'est une approche. Au deuxièmement, on peut faire en anglais, on dit du job crafting. Donc, je vais traduire ça par remodeler le contenu de travail de l'employé, et de voir, voilà, quelles sont les tâches qui te donnent de l'énergie, quelles sont les tâches qui te bouffent de l'énergie, on va dire. Est-ce qu'on peut les déléguer vers d'autres personnes, ou est-ce qu'on peut les adresser différemment pour que ça soit moins stressant pour toi? Donc, avec un peu de réflexion et de temps, je crois qu'il y a beaucoup de solutions. Et troisièmement, c'est clair qu'il y a des secteurs, par exemple dans les soins, dans les hôpitaux, c'est pas toujours facile de revoir la charge de travail, mais je crois que si à ce moment-là, tu as un supérieur ou des collègues qui arrivent à te booster, aussi d'avoir un discours où, voilà, n'oublie pas pourquoi on fait ce métier, quel est le sens de notre travail. Ça va passer de l'encouragement. Donc parfois, il faut juste quelqu'un qui a un discours optimiste au lieu, si tout le monde se plaint, forcément, on sera dans un cercle vicieux négatif et ça va s'empirer. Donc, oui, je pense que aussi ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça revient à cette notion de lien social finalement. On a la charge de travail qui est, comme Cédric le disait, aussi un peu une charge cognitive quelque part. C'est la façon avec laquelle je perçois un tel projet, une telle tâche. C'est infiniment individuel. Mais par contre, on peut se reposer sur ce lien social, sur ce premier pilier dont on parlait il y a un instant, pour justement essayer de compenser quelque part. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que finalement, ces différents leviers s'interconnectent. On ne doit pas les voir de manière autonome, ce qui nous amène peut-être au troisième, qui est l'équilibre de vie. Là, on se dit que c'est peut-être un peu plus classique, même si on l'associe parfois beaucoup aux besoins de la jeune génération, alors que finalement, c'est probablement un besoin qu'on a tous. Est-ce qu'on y travaille comme il le faudrait? Attends, j'ai pas bien compris. Sur l'équilibre de vie, oui. Premièrement, une des choses qui m'a toujours un peu étonné, par exemple dans le questionnaire, c'est on demande aux gens combien de jours sur une semaine est-ce que vous travaillez encore en dehors des heures de travail normales. Et travailler, on voulait dire utiliser votre smartphone, tablette ou ordinateur pour peut-être lire vos mails, répondre à des mails, travailler sur une présentation. Et il y a plus que de 3 sur 10 personnes qui font ça 7 jours sur 7. Parfois, c'est peut-être que 10 minutes, mais même le dimanche, ils vont lire des messages et tout ça. Et on voit que c'est pas que les personnes qui travaillent au bureau. C'est aussi
Par exemple, moi, j'ai des amis qui sont enseignants. Et donc, je sais qu'il y a eu des périodes où le week-end, ils recevaient des messages de la directrice et tout ça. Donc, on continue à communiquer sur le travail pendant le week-end. Et justement, ça fait que pour beaucoup de personnes, ça devient de plus en plus compliqué de déconnecter. Et donc, je crois qu'une chose à mise en place, c'est aussi un peu, c'est en tout cas de la communication et de la formation à tous les niveaux au sein d'une entreprise pour qu'on prend conscience de cette charge que ça crée d'être tout le temps connecté et de voir, en tout cas, aider les personnes à trouver des manières de mieux créer la division entre les deux. Il y a des personnes pour qui c'est très facile, mais il y a d'autres personnes qui justement s'en sortent pas trop pour voir comment je peux garder une bonne séparation entre ma vie privée et ma vie professionnelle, surtout les gens qui télétravaillent. Il y a toujours une minorité de personnes pour qui c'est difficile de bien garder la séparation entre les deux. Ouais. Parce que ce qui est paradoxal, c'est que justement, on vient à la question du télétravail, c'est que on voit que quand les personnes ont l'occasion de faire du télétravail, ça a un effet positif sur tout ce qui est équilibre vie privée, travail, mais seulement si c'est plusieurs jours. Donc, si je fais du télétravail que peut-être 2 jours, je vais pas avoir autant de bénéfices. Dès que tu peux travailler à peu près 50% du temps à la maison au plus, du coup, on voit vraiment un effet positif au niveau conflit entre vie privée et vie professionnelle et au niveau du bien-être. Donc, voilà, il faut trouver le juste milieu. Ce qui en soi fait sens, hein, puisque finalement, ça permet d'avoir le meilleur des deux côtés quelque part. Et on revient encore à ce premier pilier qui pour moi est peut-être le plus important, c'est ce lien social parce que, disons la moitié de la semaine, comme le disait Cédric, je serai au bureau en contact, physiquement présent avec mes collègues, où on pourra échanger de manière sur des sujets formels ou informels, peu importe, mais ce lien social y est. Et cette autre moitié de la semaine, certes, je travaille depuis la maison, mais je suis à la maison et donc j'ai les avantages du télétravail. Il n'y a pas le navettage, il y a la possibilité des bêtes choses parfois, d'avoir des colis livrés à la maison et de les réceptionner. Enfin, ce genre de choses qu'on connaît déjà pas mal depuis le Covid entre-temps. Donc cette répartition, elle fait beaucoup sens. Mais je trouve qu'il y a quand même une nuance à apporter, c'est que quand tiré à l'extrême, ce télétravail peut aussi devenir contre-productif. Dans le sens où si prenons un exemple concret, c'est mercredi après-midi, je suis à la maison en télétravail, mais j'aide aussi mes enfants à faire leurs devoirs, je prépare déjà leur repas du soir, je vide la machine à laver. Allez, toutes des bêtes choses, mais toutes mises ensemble, qui font que c'est contre-productif pour mon propre bien-être psychologique. Donc c'est aussi cette nuance qu'il faut apporter. Mais effectivement, cette notion de 50%, ça permet aussi d'un peu d'objectiver ces nécessités en termes de ratio lieu de travail et domicile, quoi. Ouais. Alors vous avez parlé de 3 facteurs clés, mais dans le livre blanc, on voit qu'il y a 3 facteurs clés plus 1. C'est quoi exactement ce supplément alors ? Mais ce qu'on a remarqué dans l'étude, et c'était a priori quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement anticipé, c'était l'impact de la perception des collaborateurs par rapport à ce que l'entreprise met en place en termes de culture du bien-être. Donc, je m'explique. Si j'ai moi-même, en tant qu'employé, le sentiment que mon entreprise est bienveillante en matière de bien-être, c'est-à-dire qu'elle se préoccupe de mon bien-être en fin de compte, de facto, mon propre bien-être objectivé s'en retrouve positivement impacté. Donc, je vais mieux si j'ai le sentiment que mon entreprise fait quelque chose pour mon bien-être, pour le dire de manière très directe. Et c'est assez intéressant parce que ça a plusieurs implications. La première étant, et on en revient à ce que nous, chez Walden, on a essayé vraiment de mettre en avant, c'est cet élément de communication. C'est bien beau de mettre plein de choses en place, ou même peu de choses en place, mais dès que quelque chose se fait, il faut aussi communiquer à ce sujet-là. Il faut faire en sorte que les gens se rendent compte que des choses sont mises en place. Tout ça avec une vision en amont, on est bien d'accord. La deuxième implication, qui est peut-être plus subtile, mais pas moins intéressante à mon sens, c'est le fait que si je veux, en tant qu'entreprise, entamer un trajet de bien-être, je ne suis pas obligé de commencer à soulever des montagnes au départ. Évidemment, au plus on fait, au mieux, qu'on s'entende bien. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui
quelque part, s'empêchent de commencer par peur de ne pas faire suffisamment dès le départ. Et ce qu'on pourrait répondre à ça, c'est dire, c'est mieux en fait de commencer, même si c'est à petite échelle, de ne pas oublier d'en parler, d'en discuter, de communiquer à ce sujet-là, pour ensuite augmenter petit à petit. Attention, parce que je vois déjà les réponses arriver, je ne parle pas de social washing, de social washing. Le but n'est pas juste de communiquer pour le plaisir de communiquer, c'est pour ça que je reviens constamment sur cette nécessité de la vision en amont, d'avoir une approche structurée. Structuré ne veut pas dire à très grande échelle. Structuré veut juste dire réfléchi et qu'on va effectivement d'abord aller à la rencontre des collaborateurs pour voir quelles sont leurs attentes à eux, pour ensuite mettre en place des choses qui font sens en fait. Cédric, tu veux compléter sur cet élément-là ? Peut-être ce qu'on a aussi observé, c'est que quand effectivement l'employé a l'impression que leur employeur est préoccupé par leur bien-être et vraiment adresse la question et prend des actions, c'est que ça a aussi un impact sur la rétention du personnel. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est qu'on a posé des questions. Quelle est votre intention de changer d'employeur? Et donc, quand on travaille pour un employeur qui se préoccupe de notre bien-être, alors on a moins l'intention d'aller voir ailleurs. Donc déjà aussi, de nouveau, quand on parle de business case ou de cas économiques du bien-être, c'est aussi à ce niveau-là que ça a du sens de en tout cas, adresser ce défi. Ouais. Alors peut-être en conclusion, quels seraient vos conseils, vos recommandations aux employeurs qui veulent travailler plus proactivement qu'ils ne le font aujourd'hui sur la question du bien-être au travail? Je sais pas. Je vais y aller. En ce qui me concerne, je pense qu'il faut arrêter ce que j'appelle toujours mettre des pansements sur des jambes cassées. Ce que je veux dire par là, c'est on a encore, de nouveau, peut-être de moins en moins, mais ça reste comme une grosse tendance, l'idée que si je capte un mal-être ou un problème au sein de mon entreprise, par exemple, j'entends beaucoup de feedback sur une charge de travail trop élevée, comme on en parlait il y a un instant, je vais aller du coup mettre en place un workshop sur la résilience mentale, 2, la gestion des priorités ou des projets. Ça, c'est ce que j'appelle mettre un pansement sur une jambe cassée. Ça n'adresse pas le problème systémique. Donc, il y a cette nécessité de faire un pas en arrière, et de commencer à vraiment considérer le bien-être comme une priorité stratégique, un investissement stratégique, et j'insiste sur le stratégique, certainement aussi pour les CEO, pour les CFO, et plus comme un coût. C'est le vrai switch de mentalité qui doit se faire, qui est en train de se faire, mais on n'y est pas encore. Cet investissement stratégique et plus un coût. Ça, c'est vraiment mon message, je pense, aux entreprises. Moi, j'ai deux conseils et je voudrais revenir sur quelque chose que Rémi a dit au début. C'est commencer par cette idée de audit. Je dis, il faut mesurer, il faut observer pour savoir et donc vraiment mener d'abord une enquête. En plus, c'est légalement obligé. Il faut faire des analyses des risques psychosociaux, de vraiment voir quel est le bien-être aujourd'hui et quels sont peut-être les facteurs à risque qui demandent notre attention. Donc, commencer par là. Et deuxièmement, c'est impliquer, donc parce qu'on peut facilement dans la direction décider, c'est voilà comment on va gérer le problème, mais je crois que pour augmenter le taux de réussite, il est important de vraiment parler avec ses employés et de les impliquer dans ce que vous allez mettre en place et de voir avec eux, voilà le problème, comment est-ce qu'on peut le résoudre et organisons ça ensemble. Et justement, je crois que ça va aider à cette vision d'un employeur qui se préoccupe de notre bien-être. Ouais. Voilà, c'est tout. Et Rémi, je pense aussi un conseil qu'on peut donner, c'est de se plonger dans le livre blanc que vous publiez. Où est-ce qu'on peut se le procurer? C'est très simple, il suffit d'aller, il est en libre accès sur notre site web, donc waldon.be, ou bien si vous n'avez pas envie d'aller sur Internet et que vous voulez rester dans vos mails, vous envoyez un mail à hello@waldon.be et on vous le fournira avec plaisir. Voilà, le message est passé. Merci Rémi, merci Cédric. Merci à toi. Pour ce partage qui était vraiment très riche. Merci à toutes et tous pour votre attention.